Et vous le savez aussi bien que moi, les amis, hein. Vous le savez aussi bien que moi, vous connaissez Oda. Chaque personnage qu'on a pu voir, hein, que ce soit un bout de nez, un bout d'œil, un bout de cheveux, un bout de cigare. Ouais, bah tous ces personnages, ce sont des personnages extrêmement importants pour le futur du manga et j'en suis convaincu. Je veux dire, quand Oda nous cache quelque chose pendant 823 chapitres, je veux dire, c'est quand même 170 pays qui fondent le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, c'est quelque chose qui est important dans One Piece. Vous en connaissez combien des royaumes du gouvernement mondial, hein? On en connaît quoi? 5 sur 150? Je veux dire, il serait temps que Oda nous révèle tous ses secrets sur le manga maintenant. Il serait temps. Voilà. Chers amis, nous nous retrouvons pour la review du chapitre 823 de One Piece, intitulé Un monde en pleine effervescence, et c'est le cas de le dire, puisque finalement, ce qui est au cœur du chapitre, c'est la rêverie. Alors, une chose quand même qu'il faut dire, c'est que ce chapitre, moi, il m'a fait bien, voilà, miroiter pendant des heures. J'ai regardé chaque case l'une après l'autre, pour essayer de trouver les indices, le maximum d'indices que je pouvais récolter pour pouvoir comprendre et peut-être découvrir l'identité de ces rois et de ces souverains. Malheureusement, j'ai pas réussi à le faire pour tous, et je pense que c'est normal puisque Oda nous fait découvrir certains personnages et bien sûr certains royaumes. Mais pour certains, j'ai quand même eu l'impression qu'on avait la possibilité de découvrir qui ils étaient. Mais avant toute chose, chers amis, je vais quand même passer sur d'autres points du manga, enfin du chapitre, parce que bon, il y avait quand même d'autres choses à dire. Donc très rapidement, je voudrais parler de Carotte et l'arrivée dans l'équipage. Et bon, c'est sympathique, voilà, ça va faire un petit peu plus d'interaction avec Pedro, tout ça. Mais, et puis je trouve que c'est bien qu'il y ait un Mink dans l'équipage, autre que Pedro et Pecoms. Mais, il faut quand même dire un truc, moi elle m'agace un petit peu Carotte, enfin, je sais pas, je la trouve un petit peu un peu trop conne en fait, enfin, je veux dire, c'est bon, on a déjà des gens naïfs dans l'équipage, enfin, mais bon, faut voir, je la juge un petit peu trop vite. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ce soit une nana et que ce soit un Mink. Alors, j'ai dit qu'elle était dans l'équipage. Attention, j'ai pas dit qu'elle rejoignait les Mugiwara, parce que je m'entends parler, je vois déjà les commentaires disant ah, mais elle est pas dans l'équipage. J'ai compris, mais justement, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que ce serait pas une bonne option, Carotte, pour un nouveau Mugiwara? Alors, je me contredis complètement parce que je viens de dire que je l'aimais pas trop. Je sais, mais je dis pas que c'est mon choix personnel. Je dis que ce serait intelligent de la mettre dans l'équipage parce que c'est une fille. Il en manque vraiment dans l'équipage et c'est une Mink, donc elle ferait rejoindre un petit peu les différentes choses. Et puis elle a un caractère un petit peu foufou que n'ont pas Nami et Robin, donc ce serait intéressant. Voilà, c'est à peu près tout ce que je dirais sur Carotte. Juste si Pedro, j'aime bien le fait qu'il se soit tout de suite habitué à l'équipage et qu'il soit déjà fait comme poste de guet, voilà, la cime hein, de l'équipage, du bateau pardon, qui est en fait la vigie. Donc voilà, Pedro, si jamais il veut rejoindre l'équipage, il a le poste tout craché, hein, c'est bon, c'est la vigie quoi, c'est sûr. D'ailleurs, un truc aussi à dire sur Pedro, c'est que vraiment on a le sentiment que c'est le Sanji de temporaire, si vous voulez. Le Sanji de secours, parce que regardez, c'est vraiment une parodie de Sanji ce personnage, enfin, une parodie dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un petit peu un pastiche, et avec les cheveux comme ça, la cigarette, tout ça, et le côté un peu classe, et ce qui est amusant, c'est que voilà, en attendant d'avoir le vrai Sanji, on a Pedro, donc c'est assez cool. Mais bon, c'est à peu près tout ce que je dirais sur ces gars-là. Ensuite, bon, quand même un truc qui est quand même très intéressant et très chouette et vraiment super enthousiasmant, c'est le retour de Vivi. On a, avec les souverains de la rêverie, et particulièrement avec la famille Nefertari, on a le retour de Vivi. Et franchement, Vivi, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit beaucoup plus sereine, on la voit beaucoup plus sûre d'elle. Elle n'est pas dans une situation de conflit direct, donc on va pouvoir la voir sous un autre angle. Et aussi, le truc intéressant, vous avez vu comment elle descend de la vigie comme ça, là? Putain, elle s'est entraînée, hein, parce que... Vous vous rappelez, au début, elle avait cette espèce de technique, là, avec ses... techniques un peu nulles, d'ailleurs, au passage, avec ces espèces de bagues qui avaient des fils, enfin bon, c'était un peu à chier, mais... bon, c'était comme ça qu'on nous l'avait introduit en tant que Miss je sais plus quoi là, dans Baroque Works. Et au début je pensais vraiment que ça allait être stylé cette technique, mais enfin bon, bref, là en l'occurrence il semblerait qu'elle se soit vraiment entraînée parce qu'elle peut faire des sauts, des trucs, des machins, enfin voilà. Et comme le dit Igaram ou Pell d'ailleurs, non, comme le dit Pell, c'est une ancienne pirate, donc entre guillemets, elle a une micro-expérience de la mer quand même. Aussi, autre chose, et je viens de le dire, je suis très content de retrouver Pell et Shaka parce que ces deux-là étaient quand même des personnages très badass d'apparence, surtout effectivement dans les faits qu'il accomplit. Pell, parce que Pell quand même c'est celui qui a sauvé tout le monde à la fin, hein. Il a sauvé tout le monde, Pell, je veux dire, sans lui... enfin je veux dire, il serait peut-être pas mort les Mugiwara, mais enfin bon, ils auraient subi l'explosion, et c'était une énorme bombe quand même.
En l'occurrence, ouais, je suis content de retrouver Pell parce qu'il était très badass. Et Shaka, j'aimerais bien qu'on lui donne un moment pour briller. Parce que c'est vrai, malgré le fait qu'il ait un Zoan super cool, le Zoan du Chacal, il me semble, eh bien, il avait pas trop eu de moment pour briller. Et c'est un petit peu dommage parce que ce personnage, voilà, avait beaucoup de potentiel. Il s'était fait un petit peu. Il s'était fait un petit peu humilier par Crocodile quand même. Enfin bref, voilà. Donc je suis content de les retrouver. Mais je vais tout de suite passer à la grosse partie de la review, c'est-à-dire le cœur de la review, vraiment, hein, c'est évidemment les 20 royaumes et la rêverie. Donc vous savez que parmi les différents, les gros rassemblements qui vont s'opérer là dans les chapitres qui viennent, il y a la rêverie. Je dis parmi les gros rassemblements parce que oui, il y en a un autre, c'était celui des révolutionnaires qui étaient censés se rassembler tous les chefs révolutionnaires. Et il y a un petit peu tout ça, voilà, tout un branle-bas de combat qui est en train de s'opérer aujourd'hui dans One Piece, et c'est ça qui est bien. C'est que voilà, tout le monde est un petit peu en train de rassembler ses alliés. Il y a aussi évidemment la Tea Party qui va être l'occasion pour Big Mom de un petit peu déployer sa force et déployer ses alliés, tout son réseau de familial, de mafia, tout ça. Mais en l'occurrence pour le gouvernement mondial, il est temps de rassembler les différents souverains qui composent le gouvernement, et au moyen donc pour rassembler tous ces mecs, c'est l'occasion à l'occasion de la rêverie. Et donc, ce serait pour moi l'occasion parfaite de vous rappeler un petit peu comment fonctionne le gouvernement mondial. À la base, le gouvernement mondial a été créé par 20 familles nobles, qui sont devenues ensuite les 20 familles qui ont composé les familles des dragons célestes, tout simplement. Il y en a une parmi les 20 qui a refusé de partir pour Marijois. Marijois, c'est là où il y a le château de Chambord, vous voyez, c'est là où il y a les Gorosei, si vous voulez. Et donc, c'est là que la famille Nefertari, qui était parmi une de ces 20 premières familles, n'a pas voulu rejoindre les autres à Marijois. Ils sont restés à Alabasta. En l'occurrence, on a une autre famille comme ça qu'on connaît, qui est celle des Don Quichotte, mais eux, ils sont allés parmi les dragons célestes. Et leur histoire est un petit peu plus compliquée, disons un peu plus... Voilà, c'est un petit peu différent avec les Don Quichotte. Mais bref, on avait Alabasta et Dressrosa comme exemple de royaume originel du gouvernement mondial. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand ils sont partis à Marijois, les dragons célestes ont laissé des espèces de familles substituts, c'est-à-dire c'est des rois artificiels, si vous voulez, des rois pour les remplacer. C'est exactement l'exemple de donc la famille Riku. Riku n'est pas un dragon céleste, c'est celui qui a repris la main après que la famille Don Quichotte soit partie de Dressrosa. Bien, à partir donc de ces 20 royaumes qui composent le gouvernement mondial, le gouvernement mondial s'est agrandi et il a en gros demandé aux autres royaumes environnants: est-ce que vous ne voudriez pas rejoindre notre organisation? Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des formulaires ou je sais pas quoi, ou même fait pression, hein, c'est possible aussi, et forcé ou incité les gens à rejoindre leur organisation. Donc on a c'est le cas un petit peu de la famille de Neptune, hein, de la famille du royaume Ryugu, qui en fait ont assisté à plusieurs rêveries et au bout du compte donc rejoint le gouvernement mondial. Et donc à la base il y en avait 20, mais maintenant il y a 170 pays qui composent le gouvernement mondial. Bon. Il y a aussi, il faut prendre en compte ceux qui ne sont pas dans le gouvernement mondial, dont il y avait donc la civilisation disparue, l'ancien royaume, on va l'appeler l'ancien royaume, dont on ne sait quasiment rien, mais on sait qu'il a été en guerre contre ces 20 premiers royaumes, voilà, ça c'est un fait qu'on connaît. Et il y a aussi par exemple le pays de Wano, dont on sait qu'il ne fait pas partie du gouvernement mondial, voilà. Il aurait plus à faire avec Kaido d'ailleurs pour l'instant, bref. En l'occurrence, on va pouvoir dresser la liste de tous les participants qu'on connaît et de ceux qui peut-être pourraient être présents, et aussi de ceux dont je pense qu'on a pu voir leur figure dans le chapitre. Voilà, c'est parti. Donc premièrement, on retrouve les Nefertari d'Alabasta avec Cobra à leur tête et donc Vivi qui le seconde. On retrouve également donc les Riku de Dressrosa, qui est donc la famille qui, comme je l'ai dit, ont repris la main après le départ des Don Quichotte. On a donc Viola, hein, qui semble être celle qui a repris le flambeau après Doldo, enfin Riku. Mais Doldo est toujours là. Et on voit Doldo donc téléphoner également à Elisabello du royaume de Provence, qui se ramènera lui aussi. Et on voit d'ailleurs son château qui est excellent en forme de lui-même, d'ailleurs de sa silhouette, donc petit détail que j'ai bien apprécié. Et on voit donc, alors ça c'est ceux qu'on connaît très bien. On voit également donc ceux qui ont plus récemment rejoint le gouvernement mondial. C'est donc la famille du royaume de Ryugu, avec tout un petit peu la famille de Neptune. On a Shirahoshi, on a les trois frères. Voilà, donc c'est intéressant de les revoir, même si Shirahoshi c'est pas mon personnage préféré, je vais vous le cacher, hein. Mais j'aime bien quand même Neptune, donc c'est important aussi qu'on ait des hommes poissons à la table de la rêve. On a également, donc là, et c'est très intéressant, là on commence vraiment dans le cœur du truc intéressant, c'est... ah oui, alors j'ai oublié par exemple de préciser qu'on voit également Dalton, qui est le nouveau roi donc de Drum,
qui est renommé le royaume de Sakura. Extrêmement content de revoir Dalton, je l'adorais vraiment ce personnage, je trouvais que son design était génial, j'adorais son espèce d'épée pelle, voilà. Et j'adore aussi son Zoan du bison. J'aime bien les Zoan de toute façon, donc vous avez pu le remarquer hein, avec la vidéo que j'ai faite dernièrement. Et on retrouve également Wapol qui a fondé son nouveau royaume à partir d'une espèce d'entreprise. Voilà, il a fondé une entreprise qui marche vachement bien. C'est lui qui est à l'origine du Wapo Metal, qui est en fait, je crois, le métal dans lequel est fait les nouvelles constructions de Franky durant l'ellipse. Voilà. Et donc il est le roi du royaume de Black Drum, qui est en fait une espèce de pastiche hein, du royaume de Drum. Bon voilà, pas très intéressant, on voit simplement qu'il y a des espèces de subordonnés. Ça n'a pas l'air d'être un royaume peuplé vraiment de citoyens, mais plutôt un royaume, une sorte d'état fondé autour d'un commerce, quoi, plutôt. Donc voilà. Mais c'est quand même un qui faisait partie du gouvernement mondial il y a très longtemps. Hein. Il fait pas partie des dragons célestes, mais par contre sa famille royale, la famille royale de Wapol, est affiliée au gouvernement mondial depuis extrêmement longtemps. On l'avait vu pendant le flashback à Alabasta, où on le voyait à la table aux côtés de Nefertari Cobra. On retrouve également une silhouette assez intéressante. À Lockton vient se joindre donc à l'hôtel de Lockton un couple de rois, donc rois et reines, et on a un nom pour un des deux, c'est Sally Nantu Knaket. J'ai écrit le nom parce que franchement c'est chaud comme nom. Donc voilà, et à votre avis, c'est les rois de qui? De quoi? De quel pays? Je vous laisse un petit peu, voilà. 3, 2, 1, c'est bon, vous avez trouvé? Bon, ceux qui ont trouvé, bravo. Ceux qui n'ont pas trouvé, c'est pas grave, je vous le dis. La silhouette que vous n'avez peut-être pas identifiée, c'est Stelly. Et Stelly, c'était celui qui était le petit frère de Sabo, donc dans le flashback, à Grey Terminal, tout ça. Et il faisait partie d'une famille noble du royaume de Goa. Et, c'est QFD, on y vient, il est devenu le roi de Goa. Donc ce petit con de merde, le petit frère de Sabo qui avait vraiment une sale gueule, c'est devenu le roi de Goa. Il est donc marié à Sally de la famille Nantu Knaket, donc je suppose, et ça c'est peut-être quelque chose comme ça, je suppose que la société de Goa, en fait elle fonctionne, c'est peut-être une association de nobles, c'est peut-être une oligarchie, et du coup ils élisent des familles de nobles, ou peut-être que la famille royale c'était la famille des Nantu Knaket, et que du coup Stelly s'est marié à Sally, et du coup voilà, il a rejoint la famille royale et est devenu le nouveau roi, c'est possible aussi. Bref, en tout cas, on a l'occasion de revoir ce personnage. Ce sera intéressant de voir qu'est-ce qu'il est devenu, parce qu'à l'époque, c'était quand même un peu un petit con, et j'aimerais bien savoir comment il a pu évoluer, ce personnage. Et surtout, qu'est-ce qu'il doit penser de Sabo, vu que Sabo, maintenant, est très connu en fond. Enfin, voilà, il est assez connu, mais d'autant plus depuis les événements de Dressrosa. On a également un personnage assez intéressant en la personne de ce petit roi qu'on voit, enfin petit nom, pas forcément d'ailleurs, qu'on voit dans une case, la dernière case de l'image, en bas à droite du coup de la page numéro 7 ou 6, il me semble que c'est la page 6, non c'est la page 7. Et du coup ce personnage, non c'est bien la page 7, donc ce personnage il est dans un décor assez particulier, il est dans un décor avec des tours, avec des espèces de, vous voyez, des espèces de pagodes un petit peu à au Kremlin, comme le Kremlin à Moscou. Et si vous avez pu remarquer, je sais pas, ce personnage a un costume très traditionnel du roi, vous voyez, très emblématique avec la cape, avec l'hermine et la grosse couronne. On a vu dans le manga un roi entouré du même décor, avec l'espèce d'imagerie du roi un petit peu emblématique, exactement la même. Alors pareil, je vous laisse un petit peu chercher, gna gna gna. C'est bon? Si je vous disais Mont Blanc-Norland, eh ouais les amis, je pense que ce personnage, c'est le roi du royaume de Luvnil, qui était le roi qui avait condamné Mont Blanc-Norland pour ses mensonges, entre guillemets, qui étaient non pas des mensonges tout à fait vrais, mais qui avaient été en fait un petit peu confusés, parce que le fait que, à cause de Jaya, qui avait, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Le royaume de Luvnil, qui est un royaume donc de North Blue, oui c'est ça, est à mon avis un royaume assez important parce qu'on nous l'avait introduit avec cette légende, et maintenant il va de soi qu'on rencontre le souverain de ce royaume. Donc voilà, royaume de Luvnil, pour moi c'est le mec qu'on voit page 6, ou page 7. Ensuite on voit donc un bateau avec marqué Illusia, et donc ça c'est le royaume d'Illusia qu'on avait pu apercevoir pendant le flashback d'Alabasta. On voyait Nefertari Cobra à la rêverie avec Wapol, et on voyait un mec qui s'appelait Thalassa Lucas, donc à mon avis, vu que c'est inversé, donc c'est la famille Thalassa. Et du coup, ce mec était le roi d'Illusia, tout simplement. Donc je pense que ce sera peut-être un autre roi, ce sera peut-être Thalassa autre chose.
Et en fait, ce mec-là avait précisément indiqué que le dragon pouvait être une menace, en fait. C'était à ce moment-là, il avait fait ça durant le flashback. Bon, alors après, ça nous indique rien sur ce perso, mais voilà, on a déjà vu ce royaume quelque part. Prochaine famille, c'est... Alors voilà, c'est là qu'on entre dans les spéculations un petit peu bizarres. On voit un espèce de mec qui est très clairement une sorte d'Hitler. On voit une espèce de képi, enfin de casquette, de militaire, une petite moustache comme ça, et des espèces de dessin d'ailes en fait sur le képi. Alors moi je ne sais vraiment pas de qui peut s'agir, mais vraiment pas. Par contre à côté on voit une image avec un bateau et des espèces, un drapeau pardon, avec des espèces d'ailes et une épée. Enfin si je me rappelle bien. En l'occurrence, peut-être qu'il s'agit du drapeau de ce personnage que j'ai appelé Hitler en gros. Mais ce n'est pas forcément le cas parce que au-dessus on a l'image de Illusia qui est une image, juste une image simple pour symboliser l'arrivée du roi de Illusia. En l'occurrence, je vois pas pourquoi Oda ferait 2 cases pour Hitler et pour le même royaume. Vous voyez, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, voilà, on réfléchit comme ça. Bon. Et donc, ce que je me dis, c'est que soit Hitler, soit le mec, parce que les deux ont des espèces d'ailes, enfin c'est un peu chelou, mais bref. Soit Hitler, soit le royaume qui est symbolisé par le bateau dans la même case juste après, enfin juste avant, c'est le royaume de Suleiman en fait, voilà, qui avait participé à la bataille navale de Dias. C'était un fait qu'on nous avait absolument pas introduit, enfin pas développé, on l'avait juste introduit, c'était l'introduction pour le personnage de Suleiman, mais c'est tout. Ça pourrait être le royaume, voilà, originaire de Suleiman, c'est vraiment possible. Ensuite, on passe et on voit une espèce de mec qui ressemble un peu à Ivan le Terrible, voilà. Alors ce que je me dis, c'est, voilà, un truc, pays dans la neige, enfin voilà, pays froid, Russie, Ivan le Terrible, Russie, Robin, Tequila Wolf, c'est l'endroit où il a passé l'ellipse, Tequila Wolf, c'est là où il y avait de la neige. Je me dis, est-ce que ce mec-là n'est pas le souverain en lien avec la construction du pont Tequila Wolf? J'en sais rien, c'est possible. De toute façon, il y a plusieurs nobles qui sont liés à au financement de ce pont, donc bon. Mais on pourrait imaginer ça. Ensuite, on voit un vieux moustachu, voilà, pas très intéressant, enfin il est dans un pays de neige, donc voilà, on verra bien. On voit une espèce de démon avec des... Enfin, je dis démon, il a une petite mouche comme le diable et il a des cornes. Est-ce que ce serait, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les Zoan, un membre de cette race d'Oni ou clan d'Oni, je sais pas, hein, bon, comme Kaido, comme, je sais pas, comme Avalo Pizarro, enfin tout ça. Ensuite on voit une femme avec des lunettes, alors à part le fait qu'elle me fait un peu penser à Khalifa, voilà, j'ai rien à dire dessus. On voit une mâchoire, et c'est une mâchoire qui me fait un peu penser un peu à la gueule un peu bizarre des Lombra. Donc est-ce que ce serait un souverain Lombra? Possible. Et également on voit un cigare. Alors là, cigare, moi j'ai tout de suite pensé à Crocodile. Alors évidemment ça fait aucun sens, Mais comme vous le savez, Crocodile était intéressé par l'idée de prendre la tête d'un royaume en faisant un coup d'état. Est-ce que pendant tout ce moment où nous, le lecteur, on était focalisés, nous, les yeux du lecteur étaient focalisés sur les événements de Dressrosa, et bien pendant ce temps-là, peut-être que Crocodile aurait enfin réussi à mettre la main sur un royaume peut-être moins important, mais enfin voilà. Après, j'ai du mal à croire qu'un grand criminel comme ça irait à la rêverie tout simplement, donc je pense que c'est une théorie qui est un petit peu tout de suite démentie par moi-même, hein. Ouais, je m'auto-correctionne, mais enfin voilà. On voit également un moustachu avec des espèces de montres, d'aiguilles de montre sur son menton. Il a une grosse moustache, un collet un peu de mousquetaire, vous voyez, une espèce de col un petit peu à jabot, et de longs cheveux comme ça. Et je me dis quelque chose, est-ce que ça ne pourrait pas être le royaume de Rommel? Disons, le représentant ou le souverain ou le prince du royaume de Rommel. Parce que quand vous nous avez représenté le royaume de Rommel, rappelez-vous, c'était une espèce de ville un petit peu à la Big Mom. Non, n'importe quoi, je voulais dire... un peu à la Big Ben, c'est-à-dire un peu londonien comme style. Et on avait vu une tour qui ressemblait vraiment à Big Mom. J'y repense, c'est hilarant quand même comme lapsus. Non, donc voilà, à Big Ben. Et donc du coup, ce que je me dis, aiguille de montre, Big Ben, royaume qu'on nous avait déjà introduit mais dont on nous avait rien dit à propos. C'était durant le flashback pour expliquer l'histoire de Hakuba de Cavendish. Je pense que ce personnage-là pourrait très bien être le roi du royaume de Rommel. D'autant plus qu'il a une espèce de chemise à jabot qui est exactement le même style que celui que porte Cavendish. Ça pourrait être ça quand même, hein. Bon. Ensuite, alors est-ce que j'en aurais oublié? Non. Eh bien, je vais pouvoir passer au dernier. Le plus intéressant, selon moi, c'est l'empereur ou le roi du pays de Kano. Alors comme je le dis souvent, pour moi, le pays de Kano est très important parce que c'est le pays qui représenterait la Chine dans One Piece quand le Wano représenterait le Japon. Et la Chine est un pays très important. Et on voit effectivement toute une architecture fait penser beaucoup à la Chine impériale.
On voit un type, est-ce que c'est lui le souverain? Je ne crois pas, c'est parce que ce soit un ministre ou voilà un fonctionnaire, avec un espèce de dragon, de tatouage de dragon sur le crâne. J'ai parlé dans ma vidéo théorie sur les Zoans mythiques des potentiels Zoans mythiques des 4 animaux du zodiaque, enfin des 5 parce qu'ils sont 5 en vérité. Et dedans on a le Zoan du dragon azur, bon voilà. Après, j'ai balancé ça comme ça, j'ai dit que ça pourrait être les gardiens de Kanokuni qui disposeraient de ces 4 ou ces 5 fruits. Mais en l'occurrence, je pense que voilà, c'est très important. Et également, il faut préciser que donc Don Shinjao à la base était présenté comme un pirate, mais ensuite on nous l'a bien présenté comme le dirigeant de la flotte de Apu, du moins l'ex-dirigeant. La flotte de Apu, pour moi, c'est bizarre qu'on nous la présente comme en fait une flotte de pirates, parce qu'on nous a bien précisé ensuite que Don Shinjao était à Dressrosa selon les ordres de l'empereur ou du roi de Kano, du pays des fleurs, parce que Kano c'est aussi le pays des fleurs, ça veut dire la même chose. Et du coup, ce que je me dis, c'est que il est possible qu'en fait, Don Shinjao était peut-être un pirate qui a été recruté par la flotte du royaume de Kano pour en faire le chef de la flotte, parce que c'est vrai que Don Shinjao était poursuivi par la marine. Donc c'est un peu curieux, on a d'un côté un royaume qui a l'air vraiment d'être très installé et très riche, et de l'autre côté on a un pirate. Bon. Après, ce que je pense, c'est que de toute manière, voilà, Don Shinjao est un grand ponte, un personnage très important du royaume de Kano, puisqu'il est évoqué par le fonctionnaire ou le ministre, ou peut-être le roi qu'on voit dans le chapitre, et qu'il est dit que voilà, il aurait bien aimé discuter de quelques affaires avant qu'ils aillent à la rêverie, ou même que Don Shinjao soit présent à la rêverie. Voilà. Donc voilà, pour moi, voilà, Kano, ce serait très important, surtout qu'on va voir bientôt Wano, il va y avoir beaucoup de références au Japon médiéval, et je pense que, ou Japon féodal, pardon, et je pense que ce qui est très important, voilà, c'est de s'attendre à ce qu'on ait, voilà, des informations venant de Kano, et que Kano soit un pays important aussi quand on arrivera à Wano. Donc voilà. Dernière chose, j'aimerais bien préciser que je pense que parmi les différents souverains, il y a aussi ceux qui sont un petit peu de rang un peu inférieur, comme ceux qui sont les chefs des cités-états, qu'on nous a peut-être pas mentionné dans ce chapitre, mais moi je m'attends par exemple à ce qu'on ait les représentants des villes, des cités-états, comme je l'avais dit dans ma review précédente, c'est-à-dire Water Seven, voilà, le maire, ou que ce soit Iceberg, ou voilà, ou quelqu'un d'autre. Voilà, d'autres villes, pardon, mais des fois il y a des mots comme ça qui sortent. D'autres villes comme ça qu'on aurait pu voir et qui pourraient être des cités-états indépendantes, et je pense que voilà, Iceberg a toutes ses places à la rêverie. En plus de ça, ils sont alliés au gouvernement mondial, et c'est quand même un endroit très important pour les charpentiers et pour se fournir en navire. Donc, dernier point de la review, évidemment, c'est un point que vous attendez tous, évidemment, c'est la dernière page, les news que lisent donc les Mugiwara, enfin, en particulier Pedro, qui annonce que Baltigo a été détruit. Alors là, évidemment, on peut voir sur le journal une photo de dragon et de sabots. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'en dessous de la photo il y a marqué « Ces personnages sont morts, nous avons retrouvé leur corps » ou ou est-ce qu'il y a marqué « Ces personnages ont tout défoncé, c'est des héros, on les aime » Enfin non, il ne dirait pas de ça, des révolutionnaires bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est que là, Oda nous a balancé une info, on peut littéralement rien comprendre de ça. Parce que techniquement on peut tout spéculer et on peut rien prouver. Le truc c'est que voilà, Baltigo a été détruit, bah c'est un peu normal. Je veux dire, la dernière fois, aux dernières nouvelles, Dragon avait décidé de rassembler tous les révolutionnaires et l'armée de Barbe Noire, la flotte de Barbe Noire, s'apprêtait à faire un raid sur Baltigo. Donc techniquement, évidemment qu'il y a eu du dégât, parce qu'il y a eu une bataille. Après, est-ce que Barbe Noire aurait réussi à vaincre, ou du moins à repousser, à faire battre en retraite, enfin pas repousser, mais disons à faire fuir parce que c'est lui qui attaque, donc il ne va pas non plus se défendre, ce serait bizarre. Mais bref. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que les révolutionnaires auraient fui face à Barbe Noire, ou du moins auraient été contraints de fuir après un petit combat? Je pense que c'est possible, ce serait un petit peu dans le cadre de toute la hype qui est en train de se faire autour de Barbe Noire, déjà par le fait qu'on a appris récemment qu'il avait vaincu Marco durant la guerre de la vengeance. Est-ce que là on rajouterait une victoire à Barbe Noire? Bah c'est possible techniquement, si Oda entre un petit peu dans cette démarche de hyper la gueule de Barbe Noire, c'est possible. Après, je pense que vu que Barbe Noire et Dragon sont deux personnages dont la hype est vraiment extrêmement grande, je pense que on peut s'attendre absolument à tout. De la même façon, voilà, Sabo, c'est un personnage qui est récemment introduit, ou du moins réintroduit, donc je pense que nous le faire perdre un moment pour ça, ou peut-être que, alors ce serait hilarant qu'il se fasse capturer et que du coup on ait un Marineford bis pour aller sauver Sabo. Non, je veux pas ça, hein, pitié. Mais en tout cas, voilà, donc techniquement, les gens qui seraient là, oh, non, Dragon a été défait, non, pas forcément les amis, pas forcément, on n'en sait rien. Ça tombe, il y a juste une grosse bataille, et ça tombe, Barbe Noire a dû fuir. Ça tombe, il a dû fuir. On n'en sait strictement rien. En l'occurrence, ce qu'on sait,
c'est qu'il s'est passé quelque chose et qu'on va forcément devoir avoir des informations supplémentaires dans le journal qu'est en train de lire Pedro. Donc voilà, moi je pense au fond, je vais vous dire ma théorie, je vais vous dire mon sentiment. Je pense que ça a été un match nul. Vraiment, je pense que ça a été un match nul. Parce que même en pensant à ça, même maintenant quand j'y repense, je veux dire, les deux se battent, sont littéralement au même niveau en termes de hype, pas en termes de pouvoir ou je sais pas quoi. D'ailleurs, le pouvoir de dragon n'est que de la spéculation de toute manière. Mais les deux sont vraiment au même niveau en termes de hype. On attend tout de dragon et on attend tout de Barbe Noire. On attend vraiment beaucoup de Barbe Noire. Donc techniquement je pense que voilà, les deux sont deux factions très puissantes, mais le fait qu'on n'ait pas tout vu des révolutionnaires les sauve un petit peu. Parce que c'est vrai, on a vu beaucoup de l'équipage de Barbe Noire, il y a aussi le fait que Kuzan soit avec eux qui est un peu mystérieux, mais le fait qu'on n'ait pas vu tous les révolutionnaires et en particulier les grands chefs qu'avait mentionné Dragon, ça les sauve un petit peu. Parce qu'en général quand il y a des secrets, ça veut dire puissance potentielle. Vous voyez ce que je veux dire? Et à mon avis, je pense que ça a dû jouer dans le conflit. Peut-être qu'il y a eu Barbe Noire qui est arrivé, Dragon et Sabot qui se sont défendus, et les chefs révolutionnaires qui sont arrivés et qui ont pris à revers Barbe Noire. C'est possible que ce soit ça qui est arrivé, et que du coup Barbe Noire était contraint de fuir. Mais il est possible que Barbe Noire ait fait du gros dégât. Il est possible qu'il ait fait du gros dégât, qu'il ait capturé un révolutionnaire ou deux, je sais pas. En tout cas, je pense que ce n'est pas une victoire complète pour Barbe Noire. Je ne pense pas. Ce serait, à mon avis, trop énorme comme gifle quant au personnage de Dragon qui est hypé depuis vraiment le début du manga quoi, quasiment. Donc voilà chers amis, c'est ici que la review s'achève. Laissez un j'aime si vous avez apprécié ou un pas j'aime, faites ce que vous voulez. Et en tout cas, voilà, mettez un commentaire, c'est le plus important. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre et de mes informations, des trucs que j'ai pu un petit peu décoder. Et nous nous retrouvons la fois prochaine. Donc en attendant, portez-vous bien et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Ciao!